très contente de vous retrouver pour cette nouvelle conférence « Comment réenchanter le monde ». Alors, je ne sais pas s'il faut que je présente nos deux intervenants qui sont bien connus. Dominique Bourg, philosophe, spécialiste des questions environnementales et spirituelles, professeur émérite de l'Université de Lausanne, présidente du conseil scientifique de la Fondation Zoein, qui co-dirige deux collections de livres sur les questions écologiques aux éditions PUF et aux éditions Labor et Fides. Pour cette conférence, on s'appuie notamment sur ce livre coécrit avec Sophie Swatton, Primauté du vivant, que vous trouvez au stand Payot. Un prochain livre à paraître s'appelle Science et prudence avec Nicolas Boulot, mathématicien aux éditions des PUF. Michel Maxime Heger, sociologue, éco-théologien, qui est ancré dans la théologie orthodoxe et qui est en Suisse romande le visage et le créateur du laboratoire de transition intérieure, auteur de nombreux ouvrages sur l'éco-théologie, l'éco-spiritualité, l'éco-psychologie, donc notamment chez Labor et Fides. On peut citer Soigner l'esprit, guérir la terre et la terre comme soi-même, mais aussi aux éditions Jouvence. Il est le fondateur de l'approche du méditant militant. Vous trouvez aussi un podcast sur réformer.ch où il explique toute son approche. Son dernier ouvrage en date, c'est L'être caché du cœur, je crois, chez Labor et Fides. Et puis en août, ça sera réenchanter notre relation au vivant, donc très en lien avec la conférence d'aujourd'hui, comment réenchanter le monde, ça sera aux éditions Jouvence. Voilà. Alors, réenchanter. On est dans une époque qui semble plus désenchantée que jamais. C'est le temps des catastrophes. Je vous fais pas un dessin. Crise écologique, pandémie, guerre, crise sociale, humanitaire qui s'annonce. On en a parlé déjà dans les conférences précédentes. Une option, c'est de se barricader chez soi. C'est ce que font déjà certains habitants du Liban, un pays qui est déjà peut-être à l'avant-garde ou à la pointe de la déliquescence. Mais il y a d'autres pistes. Engagement individuel, engagement collectif, engagement dégagé, comme on vient de voir avec Frédéric Rognon. Alors, pour que ces changements puissent se faire, pour qu'ils puissent s'opérer, comme le disait aussi tout à l'heure Frédéric Rognon, il faut un travail intérieur, un travail spirituel. Et puis, peut-être aussi une manière nouvelle de repenser notre relation au monde, donc une nouvelle philosophie, une nouvelle anthropologie. Et nos deux auteurs, nos deux intervenants, parlent notamment de repenser la relation avec le vivant, la vie, la nature, donc des termes qu'on va définir. Alors comment ? C'est peut-être la première question qu'on va leur poser à chacun. Peut-être première chose, comment définir ce vivant ? Comment vous le comprenez ? Et puis après, on verra comment retisser cette relation avec lui pour justement réenchanter notre relation au monde. Alors, Michel Maxime Heger, peut-être à vous, comment comprendre le vivant ? Voilà, bonjour. Alors, je pense que dans la notion de vivant, il y a vraiment plusieurs niveaux. Pour moi, il y a un premier niveau, alors qui est très, au fond, descriptif, un peu factuel. Je dirais, pour moi, le vivant, c'est l'ensemble des êtres, humains et autres qu'humains, dans les trois règnes d'ailleurs, minéral, végétal, animal, donc l'ensemble des êtres qui habitent la Terre et l'ensemble de leurs interrelations et interdépendances. Ça, ce serait un premier niveau de définition possible. Après, moi je m'inscris dans la tradition chrétienne et d'une certaine manière, on pourrait dire que ça recouvre ce qu'on peut entendre par création. Simplement, dans le mot création, il y a tout de suite un élément de plus qui apparaît, c'est le Dieu créateur. C'est-à-dire qu'en fait, cette création n'est que par le lien avec ce Dieu créateur, qui est d'ailleurs ce qui lui permet d'être et de vivre. Et donc ça m'ouvre sur encore un autre niveau justement de compréhension du vivant, qui est un niveau du coup plus intérieur, plus spirituel, et peut-être plus invisible aussi. C'est vraiment qu'on peut se poser ce vivant défini comme ça, voilà la définition que je propose. Qu'est-ce qui fait qu'il est vivant ? Qu'est-ce qui fait qu'il y a de la vie ? Alors après, on peut donner à ça différentes explications. Ça peut être des éléments chimiques, biologiques, physiques. Là, toute la science peut expliquer pourquoi ce vivant est vivant. Eh bien, moi, dans une démarche d'éco-spiritualité, et je pense que c'est quelque chose qu'on va retrouver, mais du coup exprimé de différentes manières dans les différentes traditions de sagesse, eh bien, pour moi, ce vivant, il est vivant parce qu'il est en fait habité et animé par un vivant avec un grand V. Après, quel que soit le nom qu'on lui donne, le souffle, l'Esprit Saint, voilà.
Donc, pour moi, le vivant, c'est un petit peu tout ça. Alors, juste encore, peut-être, je n'ai pas encore épuisé mes 3 minutes, peut-être juste encore un point. C'est vrai qu'il y a un gros débat aujourd'hui, plutôt terminologique. C'est assez intéressant de voir comment la notion de vivant, en fait, vraiment, s'est peu à peu imposée et déployée ces dernières années, et en particulier en opposition avec le mot nature. Alors moi qui circule pas mal aussi dans les milieux d'écologie profonde, d'éco-psychologie, c'est vrai qu'aujourd'hui on n'ose plus utiliser le mot nature parce que immédiatement ça sous-entend un dualisme, c'est-à-dire qu'il y a la nature et il y a ce qui n'est pas la nature qui serait l'être humain. Et puis du coup on est un peu dans, voilà, il faut sortir de ça parce qu'il y a aussi un présupposé anthropocentrique dans la notion de nature. Après, c'est intéressant aussi de voir qu'il y a toute une série d'auteurs, je pense à une philosophe comme Catherine Larère, qui disent « mais non, on doit garder la notion de nature ». Elle fait partie aussi d'une culture, elle fait partie au fond de notre inconscient, on ne peut pas juste la bazarder comme ça. Alors peut-être qu'il faut la redéfinir, qu'il faut, entre guillemets, la purifier des aspects anthropocentriques ou dualistes qu'elle peut contenir. Et moi, ce que je trouve intéressant dans la notion de nature, qui est parfois effacée avec la notion de vivant, parce que finalement, dans le vivant, voilà, on est tous des participants à ce vivant, il peut y avoir une forme de disparition de l'altérité. Et je pense que si on est dans une éco-spiritualité qui va se définir par la qualité de relation qu'on va avoir avec les autres vivants, eh bien je trouve que la nature nous permet peut-être aussi de garder cette dimension d'altérité. Voilà, pour poser 2-3 choses. C'est bien posé, c'est déjà dense. Dominique Bourg, peut-être voilà, sur cette notion de vivant, de nature. Oui, merci Camille. Bonjour à toutes et à tous. Essayer de préciser ce qu'on essaie dans ce livre avec Sophie d'indiquer par vivant, j'ai besoin de faire un petit détour par l'histoire de la pensée. Si vous regardez du côté des Grecs, finalement la physique est absorbée par la biologie. C'est-à-dire qu'en fait, tout est vivant. Les choses naturelles, les planètes, sont vivantes. Elles ont une intention. Aristote dit le grand principe de la physique, c'est la nature ne fait rien en vain. Et puis la vie alors se définit plutôt par la pensée. Et vivant, ceux qui pensent. Et de façon générale, le vivant pense. À compter la fin du XVIe siècle, début du XVIIe siècle, une toute autre conception, mais alors qui va rejeter violemment cette conception grecque va s'imposer, c'est elle qui est au fondement de la science moderne, et là c'est l'inverse cette fois-ci, c'est la physique qui absorbe la biologie. Et en fait, la vie ça n'existe pas. Tout ce qui est autour de nous, tout ce qui relève de la nature, c'est un agrégat de particules élémentaires, suivant tout d'abord une loi, c'était la loi du mouvement, ensuite ça sera la gravitation universelle, puis à partir de la fin du XVIIIe siècle, on va ajouter des lois nouvelles. Et donc, effectivement, on est bien obligé de s'accorder sur le fait que les êtres humains pensent, mais ils sont les seuls à penser dans l'univers. Évidemment, s'ils pensent, c'est en référence à Dieu. Et puis, au bout d'un moment, on n'en a plus besoin de lui, hein, donc on le met dans un placard, et à partir de ce moment-là, la pensée, si vous voulez, le cerveau la sécrète comme le foie la bile. J'espère que je ne me trompe pas d'organe d'ailleurs. Bon. On est dans une conception mécaniste. Alors on est dans une conception parfaitement mécaniste. Alors nous on prend le total contre-pied de cette conception mécaniste en montrant que en fait tout pense, y compris les arbres. Si vous prenez par exemple les hêtres, un vieux hêtre, et je sais de quoi je parle, un vieux hêtre n'acceptera de nourrir un rejeton que s'il lui est identiquement génétique. Ne faites surtout pas voter les hêtres. Ça pourrait être, du point de vue parlementaire, relativement dangereux. Donc en fait, tout le vivant pense, mais évidemment, qu'est-ce qu'on entend par penser? Alors justement, et là on essaie de définir ça un petit peu au cordeau, toujours de façon négative, un creux, en fait, et on distingue les pensées, c'est-à-dire nos représentations, et ce que des êtres dotés d'un appareil cérébral qui leur permet de capter ça, du pensable, qui est beaucoup plus large et qui est coextensif, en fait, à la matière. Donc c'est un livre moniste, mais d'une forme de moniste un petit peu particulière, et pour nous, dans ce livre, mais
je travaille avec un mathématicien, donc pour lui c'est une évidence, même avant d'avoir lu ce livre. Pour un matheux, si vous voulez, et si franchement vous faites des maths, vous allez assez vite vous rendre compte que la pensée vous résiste. Et que vous ne faites pas n'importe quoi en termes de pensée. Eh bien, effectivement, la pensée n'existe pas moins que la matière. Je dirais même qu'aujourd'hui, finalement, la matière, ça se résout à des fonctions extrêmement abstraites. Et vu le bêtisier que produit le monde contemporain, je vous assure qu'en revanche, la pensée existe malheureusement bel et bien. On va juste préciser, moniste, ça veut dire que tout se ramène à un seul principe. Ça veut dire qu'il y a une substance qui se donne au moins sous deux aspects. Un aspect, si vous voulez, idéal, et c'est pas exactement ce qu'on dit, c'est un peu plus compliqué. Et puis un aspect matériel, là aussi c'est un peu plus compliqué, parce que la matière d'antan, du vieux Marx, ou si on veut remonter au grec, Démocrite, c'est plus du tout ce qu'on appelle matière aujourd'hui. Enfin bon, c'est autre chose. Si on synthétise, le vivant c'est de la pensée. Et la pensée c'est du vivant. Et la pensée c'est du vivant. Le vivant c'est de l'altérité, c'est de la relation. Ça la comporte, ça l'intègre, ça la permet. Avec une dimension, avec cette dimension du vivant avec un grand V. Et ça comprend donc, la transcendance. En fait, il y a une dimension à la fois d'immanence et de transcendance, parce que de nouveau, je pense que le monde occidental, à un moment donné, a vraiment aussi trop séparé la transcendance et l'immanence dans sa conception de Dieu. On a vraiment expulsé Dieu dans une transcendance plus ou moins inaccessible. C'est notre Père qui est aux cieux, mais les cieux extrêmement lointains. Et en fait, on a quand même toute une théologie depuis les premiers siècles qui montre bien en réalité qu'à la fois on doit tenir les deux ensemble. C'est toujours la grande difficulté, parce que toute la théologie elle est fondamentalement antinomique et paradoxale, c'est-à-dire on dit une chose et son contraire en apparence, et en fait que Dieu est à la fois transcendant, c'est-à-dire qu'il a une dimension d'au-delà, qu'on ne peut pas le réduire en fait au visible et à ce dont il est la source, mais qu'en même temps, il est le cœur même du cœur et de la matière et de la vie, sans laquelle elle n'existerait pas. Voilà. Alors, on va essayer de ramener les choses à des choses plus concrètes, pas rester dans les concepts. Est-ce que ça veut dire qu'il y a un vivant qui existe, qui pense en dehors de nous ? Comment on est relié à ça ? Quel est notre lien avec ce vivant ? Je ne sais pas qui veut... Justement, nous, ce qu'on essaie de dire, déjà, si vous voulez, et on le fait autour de cette notion de paradigme. C'est-à-dire que il en va, si vous voulez, de la pensée comme de l'ordre des choses. Il y a forcément un ordre. Et bien dans la pensée, c'est pareil. Et on ne pense pas comme on veut. Les pensées, ça fonctionne de manière paradigmatique. C'est-à-dire qu'en fait, à un moment donné, vous avez une conception relativement dominante qui s'impose. Ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas d'autres manières de penser, mais c'est un petit peu comme des remous collatéraux. Ça n'influe pas. D'ailleurs, si vous prenez la pensée mécaniste, elle naît chez les Grecs, mais avec Démocrite, ensuite plus tard avec Lucrèce, etc. Mais c'est une pensée latérale. C'est-à-dire qu'elle n'a pas d'influence sur le cours dominant des choses. Et donc, on voit très bien advenir une pensée nouvelle. Je le disais tout à l'heure, fin 16e, début du 17e. Et au XVIe siècle, les différentes figures savantes européennes, à des milliers de kilomètres parfois, qui vont avaliser le mécanisme, au départ, ce sont des gens qui ne se connaissent absolument pas. Ils n'ont aucun lien entre eux. Et pourtant, à peu près en même temps, il y a quelque chose qui va s'imposer à eux. Et ce quelque chose qui va s'imposer à eux, il va finir par s'imposer à tout le monde. Si vous regardez l'organisation d'une ville avant le mécanisme et la manière dont on va finir par organiser les villes, de la manière dont on va finir par organiser l'agriculture, la manière dont on va finir par concevoir nos relations aux animaux, eh bien tout ça c'est lié à ce paradigme mécaniste. Et ce qu'on montre dans ce livre, par exemple, on va même aller rechercher quelque chose de très bizarre, on va aller rechercher une brigade, c'est tout à fait actuel, on est proche du 9 mai, je vous rappelle, donc... Il y a des gens là un peu plus loin qui se prennent pour des nazis. Eh bien, justement, on prend cet exemple d'une brigade, la brigade d'Irlewanger. C'est en fait une brigade qui est créée par Himmler et qui est composée soit de chasseurs, soit de braconniers. Seconde Guerre mondiale. On est en pleine guerre mondiale. Et en fait, c'est cette brigade qui va créer les façons dont on va chasser et les partisans et traquer les populations. Et en fait... ces chasseurs, sans que ce soit conscient chez eux, vont reprendre les deux types ancestraux de chasse. Pour les partisans, ça va être la pirche. Pour les populations dans le village, ça va être la battue. Et en fait, l'imaginaire de la chasse
a comme, si vous voulez, délimité par avance ce que ces gens pouvaient faire. Et en fait, si vous voulez, on ne veut pas dire ce faisant qu'on n'a aucune responsabilité. La responsabilité morale est autre chose. Et on ne veut pas dire qu'on ait pensé et qu'on ne pense pas. Mais si vous voulez, penser, c'est à peu près comme faire un panier. Je m'explique. Ça, c'est Tim Ingold qui raconte ça. La façon de faire un panier, c'est très différent du mode de fabrication classique. Vous avez tous lu Platon dans votre jeunesse. Hein, vous en souvenez, c'était la manière illémorphique. C'est-à-dire, j'ai l'idée de chaise et je vais imposer cette idée de chaise à une matière qui est du bois, de l'extérieur. Ben, un panier, ça ne marche pas comme ça. Les fibres ont leur propre force et que vous le vouliez ou non, votre geste est obligé d'épouser la force de la fibre. De la matière. De la matière. Et en fait, c'est comme ça qu'on pense. Un paradigme, c'est un peu comme, si vous voulez, les fibres avec lesquelles les vanniers font des paniers. Ça vous emmène dans une certaine direction, vous allez infléchir un peu, etc. Il y a des gens qui le font avec plus de talent que d'autres, hein. Mais vous ne pouvez travailler votre dimension individuelle, votre dimension de responsabilité, elle vient sur quelque chose qui vous dépasse. Donc là, il y a une forme de transcendance. La pensée, ça nous dépasse. On ne maîtrise pas la pensée, et ces paradigmes, ce sont des plaques tectoniques mentales qui bougent sur des siècles. Et là, on a cette plaque qui bouge, on a une plaque qui bouge, il y a une autre civilisation qui est en train d'émerger. Mais vous avez remarqué qu'on fait tout pour qu'elle n'émerge pas, et on s'arrange pour que la terre sur laquelle elle va émerger soit relativement exsangue. Ça, c'est notre côté à manier la fibre. Donc notre pensée qui s'inscrit dans quelque chose de plus large, qui est travaillée par définition, par une pensée, peut-être qui nous transcende, qui nous dépasse. De Michel. Est-ce que ça rejoint votre manière de concevoir le vivant, la place de la transcendance? Est-ce qu'on peut dire qu'il y a un vivant ou une pensée qui existe en dehors de nous, qui nous entoure, qui nous accompagne? Alors la question est évidemment extrêmement complexe, mais pour rebondir sur la notion de paradigme, moi, je pense que c'est vraiment le cœur du problème aujourd'hui. Et oui, effectivement, tout ce système que moi j'aime bien appeler, pour reprendre l'expression de Christian Hansberger, croissanciste, productiviste, consumériste, qu'est ce système en fait qui épuise la terre, qu'est ce système qui la réchauffe, qui la déséquilibre, qui la dérègle. Notre économie. Oui, en fait, c'est ce système économique qu'on peut définir comme ça, vraiment avec cette dimension de démesure. Hein. Eh bien oui, ce système, il repose sur un paradigme. C'est-à-dire, comme l'a dit Dominique, sur un système de représentation, donc sur un système de pensée qui s'est constitué et puis qui s'est en fait, qui est véhiculé, qui s'est transmis au fil des siècles jusqu'à aujourd'hui. Et je pense que d'une manière complètement inconsciente, on peut se dire peut-être, moi je prendrais peut-être l'image des lunettes. Finalement, le paradigme, c'est les lunettes à travers lesquelles on regarde le réel, ou on pense le réel, pour reprendre cette expression-là. Et puis on n'est pas conscient en fait qu'on regarde le réel à travers ces lunettes, on n'est pas conscient de ces lunettes. Moi, j'aime bien dire que ces lunettes, c'est comme finalement des lentilles de contact, et puis même qu'on finit par se fondre complètement dans notre œil. Alors ça, je suis complètement d'accord, et donc oui, il y a quelque chose qui nous dépasse, et dont on est, et c'est bien là l'enjeu, c'est-à-dire d'arriver à prendre conscience, par un travail de déconstruction de ce paradigme, de tous ces éléments, de tous ces mécanismes, de toutes ces visions, pour ensuite, comme on l'a déjà un petit peu abordé ce matin, non seulement le déconstruire, mais pour pouvoir construire une nouvelle vision. Et ça, c'est vraiment ce changement de paradigme qui, effectivement, prend beaucoup de temps. Et je crois que dans ce paradigme mécaniste issu de la modernité, 16e, 17e siècle, une des dimensions aussi, c'est d'une part, on a d'une part réduit en fait la nature, parce qu'on parlait de la nature à ce moment-là, à de la matière, hein, c'est Descartes qui dit la nature n'est que matière. Donc on a réduit la nature à sa dimension matérielle, donc on est vraiment dans une forme de matérialisme, et puis on a aussi créé toute une série de dualismes. Je pense que cette modernité, c'est une machine puissante à créer des dualismes, dualisme entre la matière et l'esprit, mais aussi dualisme entre l'être humain et le reste de la création, le reste du vivant. L'être humain se pose vraiment en extériorité, et non seulement en extériorité, mais en posture dominante. Et je crois que tout le système repose là-dessus. Je crois que ce qu'on est en train
de découvrir aujourd'hui et de vivre, et quand même avec une certaine vitesse. Alors, moi, je ne sais pas, après, voilà, le vivant pense. En tout cas, le vivant, il a une intelligence, ça c'est sûr. Et on découvre qu'il y avait plein de facultés qu'on croyait réservées à l'être humain, mais qui ne sont pas son seul apanage. Donc là, il y a vraiment une révision totale de la vision des arbres, du végétal, de l'animal, hein, qui doit aussi nous interpeller. Portée par les sciences. Enfin, voilà, portée par les sciences, et qui doit aussi nous interpeller du point de vue théologique. Mais on a aussi de plus en plus cette conscience des interdépendances. Et qu'en fait, pour moi, dans cette vision-là, eh bien, moi, comme être humain, je fais partie de ce vivant, et ce vivant fait partie entièrement de moi. Donc on est quand même dans quelque chose qui nous amène dans ce dépassement de ces séparations, de ces dualismes, qui est pour moi au cœur de cette pensée, de ce paradigme. Mais après, tout le grand enjeu, c'est est-ce qu'on retombe, alors après on pourrait discuter du monisme, est-ce qu'on retombe dans quelque chose qui est complètement fusionnel, c'est-à-dire qu'en fait, où l'être humain, dans ce qui peut quand même, pour moi, être la spécificité, est complètement dissous dans le vivant, en n'en étant finalement qu'une composante comme une autre, pas plus importante, ou est-ce que dans ce vivant, il y a à la fois cette unité, il y a ces liens, ces interdépendances, mais en même temps, il y a de l'altérité, c'est-à-dire que, voilà, je ne suis pas un arbre n'est pas humain, de même on pourrait faire la même chose avec l'animal. Donc comment on arrive à tenir ensemble, c'est ce grand défi de distinguer sans séparer et d'unir sans confondre. Avant de voir où on en arrive, peut-être qu'on pourrait se poser la question de comment justement ce lien au vivant peut nous aider à sortir de ce paradigme dans lequel on vit. Comment faire en fait, comment tisser ces liens au vivant, à partir de, est-ce qu'il y a des méthodes, est-ce qu'il y a des outils, alors est-ce qu'il faut revenir à des pratiques que connaissent les populations autochtones. Vous avez de très belles pages sur le chamanisme dans ce livre. Michel Maxime Heger, vous passez par l'intériorité, alors peut-être à chacun de donner ses pistes, peut-être Dominique. Déjà, je voudrais un petit peu rebondir, si vous voulez, parce que ce qu'on dit là sur le vivant, ce que vient de dire Michel Maxime, c'est ni lui ni moi, hein. C'est des acquis de la biologie végétale, disons les 15 dernières années, si vous voulez. Jusqu'à il y a peu de temps, on imaginait que le végétal, c'était un petit peu le lumpen prolétariat du vivant, quoi, hein. C'est-à-dire les êtres dignes, c'était les animaux. Et puis les plantes, elles étaient là pour assurer ce qu'on appelle la production primaire, hein. Comme les animaux, ils ne sont pas capables de se nourrir de lumière, il faut les végétaux entre les deux pour que la chaîne trophique puisse se lancer. Or non, on s'aperçoit que les grandes fonctions de vivant, la communication, la stratégie, etc., sont communes à toute la vie, quelle qu'elle soit. Et là, on est même confronté à des choses qui sont complètement mystérieuses, hein. Si vous prenez par exemple le papillon Heliconius, et ça je crois que c'est déjà Bergson qui citait cet exemple, il a l'habitude de pondre ses chenilles sur une fleur, alors je crois que ça doit être la passiflore, et qui a des feuilles très caractéristiques. Et donc effectivement c'est un drame pour la plante, parce que si vous voulez, ces feuilles, ce sont ses magasins de carbone, c'est grâce à ça qu'elle fait ses racines, son fruit, sa graine, etc. Et donc pour la fleur, il faut absolument éviter l'Heliconius. Et ce qu'elle fait, comme le papillon repère ce type de plante avec la forme de ses feuilles, eh bien cette plante plutôt, excusez-moi, est capable de changer la forme de ses feuilles comme si elle les voyait de l'extérieur pour leurrer le papillon. C'est quand même relativement étonnant, et il y a plein d'autres exemples comme ça. Donc là, on est dans des avancées de la connaissance, etc. Et effectivement, j'aurais envie de vous parler de mon histoire de chaman. Là, j'ai le droit ? Bon. Complètement. J'ai vu qu'elle a vachement bossé et potassé le livre. Donc, là, c'est pour vous montrer, si vous voulez, que il y a des choses qu'on ne comprend pas, les amis. Alors nous sommes de purs et simples petits philosophes, donc avec Sophie, j'espère que je ne la réduis pas en disant ça. Donc voilà, on s'arrête au seuil et on ne va pas plus loin. Après on va laisser aux théologiens, voilà, nous on s'arrête au seuil. Alors qu'est-ce qui se passe ? On va vous donner un exemple très très précis. L'histoire, j'ai besoin de quelques minutes pour la raconter, c'est l'histoire des arbres à pluie. Indirectement, vous avez déjà ça dans le Chrysias de Platon. Platon raconte cette histoire suivante, il dit, voilà, autrefois, alors c'est pas lui qui a cette mémoire, c'est toute la Grèce, autrefois, la Grèce, l'Attique, était couverte de plaines et de forêts et de
prairies luxuriantes. En déforestant les collines, on a à la fois asséché le climat local et fait partir la terre vers la mer. Jeune philosophe, quand je lisais ça, je m'en foutais complètement. Je n'ai même pas fait attention à ce passage. M'intéressant à l'écologie, je vous assure que c'est tout autre chose. Ce passage est extraordinaire. Donc les Grecs avaient déjà la connaissance du fait que la déforestation sur un plan local changeait le climat local. On redécouvre ça au moment des colonies, tout simplement parce que quand on va, par exemple, coloniser une des îles Canaries, elle était totalement forestée, on va la déforester pour y planter de la canne à sucre. À peine a-t-on planté la canne à sucre, elle sèche sur pied. Tout simplement, effectivement, c'est les forêts qui donnaient l'humidité, et du coup, on a dû planter de la vigne et arrêter la canne à sucre. On a un écrit de Christophe Colomb. Christophe Colomb se demande si on peut ou non coloniser la Jamaïque, parce que la Jamaïque est trop humide. Il dit, ce n'est pas un problème, on a déjà l'expérience. Déforestons la Jamaïque, et, pas entièrement, parce qu'on a retenu la leçon, et on pourra la cultiver. Ce savoir se perd, mais juste au même moment, il y a, je suppose c'est un Amérindien qu'on a dû soudoyer, ça arrive toujours aujourd'hui aussi, vous savez, et il a lâché le secret des arbres à pluie. Et on trouve ça chez Bacon, on va trouver ça encore, c'était travaillé par l'Académie royale des sciences, et ce savoir se perd. Ce qui fait qu'au début du XIXe siècle, quand les Français, alors pour une fois petite fierté nationale, vu la descente de ce pays, je ne vais pas m'empêcher de le faire, ils sont bien en avance sur la loi suisse. Ils ont déjà interdit la déforestation par les propriétaires privés des montagnes, et là ils se demandent si on doit le faire en plaine. Le scientifique qui intervient dans la discussion, c'est Arago. Arago dit on n'a pas de preuves, mais enfin quand même il semblerait qu'il y ait quand même un lien entre la forêt et les pluies et le régime des pluies locales. Et donc on va interdire aussi aux propriétaires privés, etc. Après c'est Boussingault, ami de Humboldt, là ça y est, on est parti sur la bonne pente. Et là j'arrive aujourd'hui. On sait aujourd'hui, par exemple si vous prenez la forêt amazonienne, on sait que tous les vents dominants viennent de l'Atlantique, ils poussent les pluies jusqu'à la cordillère des Andes, tout simplement parce que vous avez 6 cycles successifs d'évapotranspiration. C'est-à-dire qu'en fait, lorsque la forêt reçoit l'eau des pluies, elle la restitue quasi en totalité, ce qui fait qu'au-dessus de la canopée de la forêt amazonienne, vous avez des rivières, ce qu'on appelle des rivières volantes. Ce sont d'immenses rivières de vapeur d'eau qui sont nourries par la forêt. Mais il nous manque un élément. Il nous manque l'élément, ok, la pluie tombe, elle s'évapore, mais qu'est-ce qui fait qu'elle retombe sous forme de pluie? Là, il faut de la condensation. Et c'est là que, évidemment, nos arbres à pluie interviennent. Et il y a encore un an, vous avez une équipe de recherche, à la fois brésilienne et du Max Planck Institute, le gros centre de recherche allemand. Ils sont venus avec une tour gigantesque pour aller au-dessus de la canopée, des gros appareils gigantesques pour essayer d'identifier les arbres à pluie, tout ça. Ils y sont arrivés. Mais vous lisez dans un livre qui reprend le dialogue entre un anthropologue Bruce Albert et un chaman. Ce chaman, c'est Davi Kopenawa, c'est un Yanomami. Les Yanomami, c'est un peuple qui se trouve entre le Brésil et le Venezuela. Ce livre est publié en 2010. C'est des conversations qui débutent au début des années 90 jusqu'en 2000-2001. Et en fait, dans ce livre, tout ce que je vous raconte est raconté par le chaman, avant même que nous l'ayons compris. Les premiers travaux sur les arbres à pluie, c'est 2014. Les recherches dont je vous parle, c'est 2019. Et lui nomme les arbres à pluie. Il n'est jamais allé au-dessus de la canopée. Il n'a pas le moindre petit microscope. Et il sait que ces arbres produisent des aérosols qui font pleuvoir. Alors je vous laisse deviner comment il le sait. Nous sommes philosophes, trop modestes. On s'arrête là. Alors, Pensée du vivant. oui, Je laisse réagir. Tu demandais comment se reconnecter, donc je vais peut-être commencer. Il y a des personnes connectées, enfin voilà. Il y a des savoirs, manifestement. Voilà. Mais ce que j'aimerais juste, avant peut-être de donner une ou deux pistes un petit peu plus concrètes sur cette reconnexion, peut-être quand même juste réagir, parce que là, de manière très gentiment provocatrice,
Dominique dit, voilà, nous on est philosophes, on est humble, et puis on s'arrête, et puis en fait après c'est les théologiens qui vont, voilà. Ou les chamans. Les voilà. chamans, voilà. Alors j'aimerais juste quand même dire que moi j'appartiens à une tradition, à la tradition orthodoxe, où un des courants de la théologie, c'est la théologie apophatique, et cette théologie, eh bien, elle est vraiment en fait une affirmation de tout ce qui nous dépasse et qu'on ne comprend pas. C'est-à-dire qu'en fait, et j'aurais même envie de dire qu'on peut avoir même un apophatisme de la création, c'est-à-dire qu'en fait, comme on a un apophatisme de Dieu, et voilà, la théologie finalement essaie de formuler des choses dans les limites de la compréhension humaine, mais en fait avec cette conscience très humble que de toute façon ce n'est qu'une approximation bien insuffisante. Et alors par rapport aux philosophes et aux théologiens, je ne peux pas m'empêcher de raconter une petite histoire qui vient des Pères du désert. Il y a des apophthegmes des Pères du désert, vous savez, c'est ces petites histoires, mais qui sont parfois assez humoristiques. Et il y a à un moment donné une discussion entre un père et son disciple, et puis ils en viennent à dire, mais c'est quoi la différence entre un philosophe et un théologien? Alors le père dit, en fait, c'est très simple. En fait, un philosophe, c'est quelqu'un qui, dans une chambre noire, cherche un chat noir qui n'y est pas. Et puis alors le disciple dit, et puis le théologien, lui c'est exactement la même chose, sauf que lui il trouve le chat. Voilà. C'est ça. Bon. Je me le permets parce que ça vient des Pères du désert. Voilà. Pour revenir à ta question qui était quand même très concrète. Alors oui, c'est-à-dire qu'on avance quand même un petit peu dans le débat, on est dans cette conscience que nous ne sommes pas séparés du vivant, et ça je pense que c'est vraiment, les éco-psychologues l'ont dit, croire que le soi humain est séparé du reste du vivant, c'est une terrible illusion. Ça, c'est Greenway qui le dit. Donc, en fait, on est dans cette conscience de cette unité, de ce lien. La question, c'est comment on va non seulement le penser intellectuellement, mais comment on va le vivre. Et juste pour préciser, la science aujourd'hui nous le dit aussi, puisque la science, en étudiant les bactéries, les virus, notre microbiote intestinal, on comprend de plus en plus, sur un plan scientifique aussi, qu'on est complètement colonisé par du plus petit que soi. Enfin, on est en train de comprendre bien des choses. Et en fait, effectivement, je pense que les chamans, avant même d'avoir fait des grandes études scientifiques, théoriques, en montant sur la canopée, ils avaient une compréhension intérieur de tout ça, parce qu'il le vivait, en fait. Ce vivant était vivant. Et alors, moi, je dirais que, alors que tu disais comment on se reconnecte, je pense que pour moi, c'est d'abord que ce n'est pas qu'un travail intellectuel. Et puis, c'est par exemple tout ce qu'on essaie de proposer aussi à travers nos ateliers, le laboratoire de transition intérieure, mais on n'est pas les seuls. C'est vraiment de permettre de créer des espaces où on peut faire une expérience de ce lien. C'est vraiment cette dimension d'expérience. Et ça va être en mobilisant nos sens. Parce que je pense que nous sommes dans des sociétés où nos sens sont complètement, en fait, pour moi, sous-développés. On va aussi travailler sur les émotions, qui peuvent être des émotions en lien avec faussement négatives, mais comme la tristesse, comme la peur, comme différentes choses, mais qui sont aussi partie de notre humanité. L'émotion, c'est de la pensée. Oui, et on va travailler sur la gratitude, des émotions alors plutôt à haut degré vibratoire. On va aussi, et puis après, ça peut se vivre à travers toute une série de pratiques, depuis le jardinage à la méditation, en faisant des pratiques de travail qui relient pour nous relier au reste du vivant. Je pense que là, la clé, et je pense que là, ces populations de peuples premiers ont beaucoup à nous apprendre, c'est de nouveau de ne pas y aller, je dirais, avec, en fait, une forme de recherche d'efficacité ou de volontarisme. On disait tout à l'heure avec Frédéric Rognon. Exactement, ce que disait Frédéric Rognon. C'est-à-dire que si, je peux effectivement me dire, j'ai envie de me connecter à cet arbre-là, magnifique. Toute la question va être de comment j'entre en relation avec cet arbre, comment je l'approche. Alors est-ce que j'y vais là? Alors je vais lui faire un câlin, et puis je fonce dessus et je lui fais un câlin, mais je ne lui ai pas demandé s'il avait envie que je lui fasse un câlin. J'ai même pas créé un début de relation avec lui. Donc il y a plein d'approches qui nous permettent justement de... Et on découvre tout à coup, cet arbre-là, il est en train de me dire que non, il n'a pas envie que je lui fasse un câlin, puis je ne suis pas forcément très bienvenu à ce moment-là pour aller vers lui. Donc on entre peu à peu à développer cette sensibilité intérieure où d'une certaine manière, on apprend à écouter ce qu'il a à nous dire.
Alors pour ça, il y a plein de pratiques possibles. Avant d'aller dans les pratiques, peut-être il y a juste encore un mot qu'on pourrait placer, c'est le mot de conscience. Parce que pour avoir envie de faire cette démarche, il faut déjà prendre conscience du vivant et comprendre qu'on en est séparé, ou en tout cas qu'on a construit 2 siècles de séparation depuis le XVIIe siècle. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas cette conscience? Pourquoi nos modes de vie nous empêchent finalement de se connecter? En fait, comment se débarrasser de toutes les intermédiations, de toutes ces séparations avec le vivant? C'est peut-être la première étape. Oui, je dirais que les choses sont quand même en train de se faire. Il y a énormément de gens qui veulent justement renouer avec le milieu. Vous avez aujourd'hui, par exemple, la sylvothérapie qui est inventée au Japon dans les années 60, mais qui arrive ici, etc. Puis, je vais vous raconter une anecdote, et si tu vas t'en souvenir, mon cher Michel, c'est un stage qu'on avait animé ensemble avec Terre Éveil. Et parmi les étudiants, c'était beaucoup d'étudiantes et d'étudiants de l'EPFL, il y avait un mécanicien, un jeune garçon qui faisait une thèse en mécanique. Donc quand il nous a vus commencer à aller vers les arbres et tout, ils sont complètement tarés, ces gens. Et puis à la fin, n'est-ce pas Michel, on ne pouvait plus le décrocher de son art. Donc vous voyez que même les plus rétifs, on arrive à les faire changer. Mais je voudrais revenir à un petit peu un moment antérieur de c'est horrible pour toi Camille, mais c'est important sur cette question de l'altérité. Parce que justement, en fait, l'idée qu'on était en continuité avec la nature, c'est aussi l'idée moderne. Pour les modernes, pour Descartes, c'est très clair, il n'y a pas de différence entre nature et artifice. C'est rigoureusement la même chose. La seule différence, disait Descartes, c'est que nous autres, nous sommes limités par la taille de nos mains, et donc on ne peut pas aller dans l'infiniment petit, alors que la nature va dans l'infiniment petit. Et or, justement, là, c'est plus, on y fait déjà allusion avec Sophie, mais c'est plus dans le livre qui va paraître après, avec ce mathématicien, ce qu'on met là en avant, si vous voulez, c'est au contraire le fait que la nature ne sait pas que faire de nos artefacts. Elle y réagit extrêmement mal. Nous, finalement, ce qu'on arrive à faire, c'est quoi? On arrive à accumuler des macromolécules de synthèse dans les milieux. On a tout un tas de cochonneries dans nos graisses, c'est le cas de toutes les graisses animales. On accumule des choses dans les milieux, c'est-à-dire qu'en fait, on arrive à si vous voulez, à surdimensionner des flux, à casser les stocks derrière, à casser les équilibres. C'est-à-dire, par certains côtés, pour reprendre une expression d'un écrivain français, nous sommes des êtres anti-nature. On est des bousilleurs. On pète tout. Et la nature est très embarrassée par ce qu'on fait. Et la thèse qu'on développe dans ce livre avec Nicolas, c'est que, en fait, nos connaissances sont réelles, mais elles sont partielles, mais puissantes. Des connaissances partielles, puissantes, dotées à des êtres extrêmement prétentieux. C'est-à-dire le bipède humain, vous ne pouvez pas trouver plus prétentieux dans cette création. Il est bouffi de ses prétentions, eh bien ça pète tout. Et c'est l'état où nous en sommes. Donc, on a bien un truc un peu spécifique. C'est-à-dire que dans la création, alors là, vous allez tout de suite, après l'avoir entendu, oublier ce que je vais vous dire. Mais franchement, souvent, les êtres humains se prennent pour le coq de la création. Et évidemment, puisque nous sommes le coq de la création, Dieu, alors lui, c'est le super coq. Puisqu'il nous a créés. Eh bien moi, de temps en temps, à mes moments de chagrin les plus profonds, je deviens martionnite. Effectivement, nous avons été créés, mais par un Dieu minable. C'est pour ça que nous sommes un peu bizarres dans cette nature, qu'on n'arrive pas à y trouver notre place. Je n'ai rien dit. Et vous n'avez rien entendu. Je pense que Michel Maxime n'a pas vraiment la même conception. Par contre, peut-être face à la prétention, l'humilité, face à la nature, peut-être là, il y a autre chose à dire. Oui, alors là,
on entre dans un immense débat qui a à voir avec la conception de ce qu'est Dieu, avec la conception de ce qu'est l'être humain. On n'aura pas le temps de mener ce débat ici, hein. On est bien d'accord, parce qu'il faut qu'on puisse laisser et parler. Quand même, je dirais que la vision, alors que je peux complètement comprendre qu'à un moment donné, Dominique, dans son désespoir par rapport à tout ce qui est en train de se passer, devienne martionnite, mais quand même, je veux dire, c'est une certaine vision, et c'est effectivement un spectacle que l'être humain donne de lui-même et qui est une réalité. Après, alors on ne veut pas entrer dans des grands débats sur la chute, le péché, ces choses-là, mais je pense que cet humain-là, dans cette incarnation-là, dans ces actes-là, dans cette pensée-là, n'est absolument pas l'humain qui est sorti, dans ma vision, des mains de ce Dieu créateur, donc qu'il ne reflète pas l'image, pas du tout l'image de ce Dieu créateur, et qu'au contraire, c'est une déviation totale par rapport à ce qui était sa vocation, et même par rapport à ce qu'il est ontologiquement. Donc voilà, après on pourrait aussi développer tout ça, et je pense que oui, mais en fait, fondamentalement, il y a là quelque chose qui est essentiel, c'est-à-dire que l'être humain, dans ces incarnations-là, parce que je veux dire, on ne peut pas non plus réduire l'ensemble de l'humanité à ce type de comportement différent. Je veux dire, il y a aussi plein d'exemples d'êtres humains qui sont quand même dans une toute autre relation au vivant et qui est une relation faite d'humilité, l'humilité étant la condition même de l'amour, etc., et qui sont plutôt dans ces dynamiques-là. Donc voilà, donc je crois que oui, mais c'est vrai que le résultat de ce système CPC, croissanciste, productiviste, consumériste, avec ce type d'humain-là, ou cette vision-là de l'humain qu'il a emporté, c'est bien un être humain qui a pour moi complètement dévié et trahi ce qui était sa vocation profonde, c'est-à-dire d'être un agent de transfiguration du créé, c'est-à-dire de participation de la création à la vie divine, et qui est devenu simplement un agent de défiguration. Voilà. Et ça a à voir avec sa liberté dont Frédéric Ognon a parlé ce matin. L'usage de sa liberté. Et on n'est pas tenu à cette défiguration. Au contraire, il y a bien d'autres moyens de se relier au vivant.